Salut, nous sommes le mardi 4 juin 2024. Vous regardez à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. À 5 jours des élections européennes, on parle de la campagne de l'extrême droite, de sa capacité de nuisance et de son poids dans le futur Parlement européen. Elles ont réussi à mettre à l'agenda public leurs obsessions identitaires, à montrer un visage respectable tout en défendant des positions xénophobes et réactionnaires. Les extrêmes droites semblent se balader dans cette campagne des européennes. Qu'en est-il vraiment ? On va essayer de comprendre quelle dynamique est à l'œuvre et à quoi on peut s'attendre si les extrêmes droites progressent dans l'hémicycle du Parlement européen. Est-ce que ça signifie plus de poids ou pas forcément ? Quelle menace pour la démocratie et pour des sujets aussi importants, par exemple, que l'écologie ? On en parle avec deux invités et deux journalistes de Mediapart. Safia Dahani, bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du Rassemblement national et vous avez co-coordonné un ouvrage collectif Sociologie politique du RN. Nel Makarov, bonsoir et bienvenue. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, pour laquelle vous avez publié une note sur les votes du Rassemblement national en matière d'écologie. Et votre note montre que ces votes, c'est synonyme de régression en matière d'écologie. Et autour de la table, deux journalistes de Mediapart qui ont suivi de près cette campagne. Youmni Kezouf, salut. Salut. Tu suis les extrêmes droites en France, le RN et Reconquête notamment. Et Ludovic Lamant, salut. Salut. Tu suis le Parlement européen depuis déjà pas mal de législatures. Pour commencer, pouvez-vous chacun et chacune résumer cette campagne en un mot ? Ludovic. Pour les extrêmes droites, je dirais une campagne plutôt facile en France et peut-être plus chaotique dans certains pays européens, l'Allemagne par exemple. À la fois facile et chaotique. Youmni. Je dirais creuse quand même, globalement, pour avoir assisté à beaucoup de meetings et de réunions publiques. Ok, et tu vas développer tout à l'heure. Évidemment. Nel Makarov. Alors, c'est plusieurs mots, mais c'est des totems à abattre. En l'occurrence, l'extrême droite, elle s'est focalisée sur des sujets de politique européenne vraiment à abattre, comme la transition écologique ou, par exemple, la question de l'immigration. Et on y reviendra. Et Safia Dahani. Je dirais comme ça, peu surprenante, au regard de l'histoire du rapport du RN, notamment aux élections européennes. Youmni, toi tu as sillonné la France et pas que pendant cette campagne et en gros, Jordan Bardella a enchaîné les meetings sans risque et sans vraiment de faux pas. C'est ça, il y a eu un moment qui a été un peu surprenant, c'est le refus de Jordan Bardella à la tête de liste de participer au premier débat de ces élections européennes. Il a attendu le troisième débat entre têtes de liste pour daigner participer, ce qui a passablement agacé beaucoup de ses compétiteurs et qui a donné un peu une image de surplomb, qui a été quand même assez cultivé globalement par le candidat tout au long de cette campagne. C'est-à-dire on a eu effectivement l'image d'un candidat qui considérait que c'était relativement facile, poussé par des très bons sondages, de remporter la première place, etc. Et dans les meetings, on voyait des militants très très nombreux, des militants assez jeunes pour beaucoup, ce qui est aussi pas évident quand on regarde les autres partis politiques, c'est vrai que c'est quand même une caractéristique importante, et des gens très confiants, des cadres du parti très confiants, qui visent ouvertement de faire plus de 30% pour ces élections, de faire le double du score de la majorité présidentielle, c'est l'objectif, et voire de devenir la plus grosse délégation européenne, c'est-à-dire d'être le parti qui envoie le plus d'eurodéputés au Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire que la campagne du RN a pris ? Je dirais que si on regarde les intentions de vote, sans rentrer dans le commentaire de sondage, on pourrait dire que oui. Après, je pense qu'il faut faire attention à toujours resituer le rapport du RN, comme je le disais, aux élections européennes. C'est un parti qui fait de très bons scores, en tout cas en France, à cette élection. Déjà, dès 2014, ils arrivaient premiers au national. Premier dans la plupart des circonscriptions aussi, quand l'élection était organisée de manière régionale. Donc c'est un parti qui a quand même toujours entretenu de bons rapports avec cette élection, qui a toujours parvenu à mobiliser ses électeurs. Donc c'est pour ça que je disais que c'était une campagne peu surprenante, dans le sens où je pense que c'est pas surprenant que le RN soit premier dans les intentions de vote et qu'il parvienne à mobiliser ses électeurs dans ce scrutin, qui généralement intéresse peu, globalement, l'électorat général.
Est-ce que, en tout cas pour le RN en France, la stratégie de normalisation, la stratégie de la cravate, etc., qui ne fait pas totalement illusion, on va y revenir, a fonctionné au point de rendre acceptable et exprimable publiquement le vote pour Jordan Bardella, qui lui-même est un garçon jeune, qui ne porte pas le nom Le Pen, qui a un visage avenant, enfin voilà, toute cette vitrine-là. Est-ce qu'elle contribue à dire moi je vais voter Bardella et c'est facile, c'est OK? Alors il y a deux aspects, c'est-à-dire que d'un côté, oui, effectivement, on ne peut pas nier le fait que cette stratégie de normalisation, qui s'accompagne de plein de choses, c'est pas uniquement du fait du RN, mais c'est aussi, on va en reparler, une normalisation médiatique, par exemple, dans la façon dont on parle de l'extrême droite, dans même la façon dont on nomme l'extrême droite, on la qualifie, ça joue, effectivement, ça joue de même que l'image de Jordan Bardella joue aussi, le fait qu'il ne s'appelle pas Le Pen, le fait qu'il soit jeune, etc. Mais il faut aussi faire attention dans la mesure où c'est quelque chose que les cadres du parti répètent en continu, insistent énormément sur le fait que ça change tout, qu'avec Jordan Bardella, tout est oublié, que tout glisse sur lui et que donc c'est vraiment un autre rassemblement national. Et voilà, il faut aussi prendre le recul de regarder ce qu'il y a derrière ces incantations et la réalité de ce qu'est le RN aujourd'hui. Le RN de Jordan Bardella n'a rien de différent du RN de Marine Le Pen d'un point de vue ni programmatique, ni d'un point de vue de cadre, ni d'un point de vue d'alliance, on en reparlera. Il y a aussi la liste Reconquête donc, menée par Marion Maréchal qui cherche à se distinguer de celle de Jordan Bardella. Quel est l'impact de sa présence dans la campagne ? Je dirais qu'en fait, depuis la création de Reconquête et de listes concurrentes au RN, on a peut-être un effet de distinction par l'extrême droite de l'extrême droite, avec Reconquête qui a quand même les moyens et l'espace pour adopter un discours peut-être plus radical que le Rassemblement national, qui du coup, par effet miroir, apparaît plus légitime, plus normalisé, plus banalisé. Je pense que ça se voit notamment dans la manière dont il parle d'immigration ou des complots comme le Grand Remplacement. Aujourd'hui, le Rassemblement national peut se positionner, en tout cas sur les plateaux de télévision et dans l'organisation, comme moins radical ou moins extrême qu'un Reconquête qui va mobiliser ces éléments-là. Nel Makarov. Oui, c'est également le cas sur la question du climat, en réalité, où on voit que le Rassemblement national, dans son processus de normalisation, a de plus en plus travaillé sur la question de la transition écologique. En tout cas, ils ont recouvert un vernis vert un peu sur leur programme. Ils parlent de plus en plus d'écologie positive en contradiction au pacte vert européen qui serait de l'écologie punitive. Et on voit que ça, c'est une façon, quelque part, d'attirer aussi les jeunes, de participer à sa normalisation, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement chez Reconquête, où le parti a une ligne très traditionnelle de l'extrême droite sur les questions climatiques. Oui, effectivement, ils n'essayent même pas Reconquête. Ce qui est marrant, c'est que si on regarde un peu le paysage au niveau européen, là, c'est plutôt à front renversé, parce qu'en fait, là, il y a un jeu de groupes et d'alliances politiques. Alors, je vais essayer de ne pas perdre tout le monde, mais le RN, lui, à l'image, est dans un groupe d'extrême droite avec du cordon sanitaire au sein du Parlement européen, alors que Reconquête, son adversaire, vient de s'allier avec le groupe de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil en Italie, issue d'un parti post-fasciste certes, mais qui est considérée à Bruxelles comme, peut-être qu'elle est digne de faire des alliances, elle gouverne, elle n'est pas dans les oppositions systématiques, etc. Et donc en fait, Reconquête a plutôt une image au Parlement européen. Alors pour l'instant, ils n'ont qu'un seul eurodéputé, mais on va voir. Mais c'est un peu cette ligne qui joue, le parti de gouvernement, alors qu'ils essaient d'isoler justement le RN sur un truc, vous êtes tous systématiquement dans l'opposition et vous ne servez à rien. Nous, on est constructifs. Un eurodéputé qui est un ancien du RN. Nicolas B, c'est ça exactement, qui a quitté le RN pour rejoindre. Avant d'aller sur le programme, juste peut-être Safia Dahani, l'espèce de ticket qui se dessine, en tout cas même assumé par Marine Le Pen, de faire de Jordan Bardella son successeur à la tête du parti, et puis potentiellement son Premier ministre si elle était élue présidente de la République. Ça donne l'impression qu'il y a un renouvellement, qu'on sort du nom Le Pen, et en même temps, on sent que c'est aussi un choix de la patronne, et qu'on ne sort pas de la logique de centralisation de la prise de décision et du pouvoir dans le parti.
Oui, je pense que même pour Jordan Bardella, il faut quand même rappeler qu'il est assez proche de la famille Le Pen, donc il reste quand même en famille à la tête de ce parti-là. Je dirais ensuite que oui, il ne faut pas non plus oublier que Jordan Bardella n'est pas au Parlement français. Il reste quand même lié à ces élections européennes qui sont tout de même un scrutin de second ordre, si on regarde parmi les hiérarchies de mandats disponibles. Et je dirais aussi qu'effectivement, c'était évoqué plus tôt, le Rassemblement national, ex-FN, a une longue tradition de centralisation de l'ensemble des décisions autour de la présidente et de la famille Le Pen. Et j'ai pas l'impression que la désignation de Bardella soit différent. C'est quand même un choix de Marine Le Pen. Ça marque pas de rupture. J'ai pas l'impression que ça marque de rupture, non. Alors on parlait peut-être de la jeunesse, juste un mot rapidement. Par exemple sur l'écologie, le FNRN a toujours parlé d'écologie. En fait, même dans les programmes dans les années 70-80, ils produisent une charte verte. Enfin, ils sont quand même positionnés là-dessus. Je pense qu'il faut peut-être essayer de historiciser un peu pour montrer que le climat ça intéresse aujourd'hui. Mais le FN a toujours produit des éléments très nationalistes autour de ces questions-là. Donc, voilà. Alors justement sur ce sujet, donc vous expliquez dans votre note que les votes démontrent une forme de régression par rapport aux enjeux du climat, donc l'écologie positive, qui est un autre narratif par rapport à l'écologie punitive. Voilà ce qu'ils essayent d'imposer. Pour autant, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de leur vote et en quoi ça peut constituer une imposture, notamment dans leur défense des classes populaires et classes moyennes? En quoi leur vote et leurs propositions sur le climat, finalement, ne sont pas compatibles avec cette défense-là? Oui, c'est assez intéressant de voir que en fait, le Rassemblement national s'est positionné sur l'écologie positive contre le pacte vert, qui serait une écologie punitive. Et pour autant, toutes les mesures du pacte vert qui soutiennent les ménages, les classes moyennes et les classes populaires dans cette transition, par exemple la création d'un fonds social pour le climat qui va clairement injecter beaucoup d'argent pour aider les classes moyennes et les classes populaires à rénover leur logement, à accéder à une pompe à chaleur ou à un véhicule électrique. Ça, le Rassemblement national a voté contre, comme il a voté contre tous les outils de redistribution à l'échelle européenne. Typiquement, pendant la crise énergétique, a été mis en place une taxe sur les surprofits des géants du pétrole et du gaz. Le Rassemblement national a évidemment voté contre, alors même que l'argent récolté devait aider les ménages les plus précaires à faire face à la crise énergétique. Il a aussi voté contre l'obligation de mettre fin aux coupures d'électricité dans les logements, notamment pour impayés. Donc on voit que l'agenda social du Rassemblement national, finalement, il n'existe pas. Et la protection des classes moyennes, dont il se veut le défenseur, finalement, dans leur vote, quand on regarde vraiment en détail dans leur vote, notamment sur les questions de transition écologique, on ne retrouve pas du tout cette défense, finalement, des ménages les plus précaires. Et ça traduit quoi, pour vous, ces votes sur l'écologie ? Ça traduit à minima une imposture, si ce n'est une vraie régression climatique. On peut prendre d'autres exemples. Typiquement, ils sont clairement partis en croisade contre les technologies clés de la transition écologique, que ce soit les énergies renouvelables ou le véhicule électrique, en omettant complètement qu'aujourd'hui, ce sont les deux piliers qui nous permettent peut-être d'être plus souverains d'un point de vue énergétique. Typiquement, sur les énergies renouvelables, si on n'avait pas eu d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en Europe lors de la crise énergétique, on aurait été vraiment dans l'embarras, notamment parce qu'on importe énormément de gaz de Russie. On a économisé 100 milliards d'euros d'import de gaz grâce aux énergies renouvelables. Et le Rassemblement national, finalement, souhaite sortir de l'éolien et mettre le solaire sous pause. Donc on voit que, quelque part, c'est en contradiction même avec l'idée d'accroître notre souveraineté énergétique. Donc, à minima, c'est une imposture et en réalité, c'est plutôt une régression climatique qui soutient vraiment le maintien de l'Europe dans une dépendance aux énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon. Et toi, tu l'as constaté, Youmni, en campagne, notamment aussi au moment de la crise agricole, que la marotte et l'élément de langage de Jordan Bardella, c'était de s'attaquer au pacte vert, qui était considéré comme une des grandes menaces qui pesaient sur la France. Oui, pendant la crise agricole, ça a été un grand moment où le RN, évidemment, a profité de cet événement pour marteler ce qui martèle en campagne régulièrement. C'est-à-dire que l'Union européenne a été désignée de fait comme le responsable de tous les maux
des agriculteurs et des agricultrices françaises, entre autres, avec notamment ce pacte vert qui a été qualifié comme un pacte de décroissance, comme une volonté de s'attaquer notamment à la France rurale, avec là aussi un discours en fait sur une France rurale qui est tout à fait fantasmée, mais qui est très centrale en fait dans le discours du RN, qu'on voit sur des questions d'immigration. On l'a vu notamment avec l'instrumentalisation du drame de Crépol, et c'est les mêmes logiques, c'est-à-dire que l'élément de langage de Jordan Bardella à ce moment-là, c'était de dire que les colères agricoles, c'était le cri d'une France qui ne veut pas mourir. Sous-entendu, la France des clochers et des champs, que Jordan Bardella connaît pas très bien par ailleurs, qui serait menacée à la fois par la décroissance venue de Bruxelles et à la fois par l'immigration venue de Bruxelles aussi, qui voudrait imposer dans chaque village, des hordes de réfugiés venus d'ailleurs. Voilà, ça c'est le discours du RN à la fois sur l'écologie et à la fois sur l'immigration. Ouais, je voulais vous demander un peu sur la dynamique un peu du mandat qui vient de s'écouler à Bruxelles et à Strasbourg. Donc effectivement, vous avez parlé du pacte vert, qui est cette batterie de textes assez ou plus ou moins ambitieux sur les questions écologiques. Le RN s'est plutôt positionné en contre, et en même temps, on voit que tous les derniers mois du mandat, finalement, la droite traditionnelle les a rejoints dans cette critique, et il y a eu tout un détricotage du pacte vert qu'on a pas mal suivi dans Mediapart. Et je me demandais, est-ce que vous l'analysez quand même comme une victoire politique, un peu d'un travail qu'on n'aurait peut-être pas vu de ces extrêmes droites, notamment du RN, qui finalement à la fin ont gagné sur la manière dont on parle de ces questions jusqu'à la campagne qui vous occupe en ce moment. Comment vous le voyez ? Est-ce que c'est pas ça leur vraie victoire en fait ? Alors, il faut nuancer quand même le détricotage du pacte vert, parce qu'à ce stade, c'est quand même la plus grande série de réformes sur le climat jamais adoptée à l'échelle européenne, et ça, clairement, ça touche un certain nombre de secteurs. Le dernier secteur, finalement, qui n'a pas été touché par le pacte vert, et c'est de là d'où est venue, finalement, la fronde contre le pacte vert, c'est le secteur agricole. Oui. Et c'est assez marquant de voir que, finalement, la droite et l'extrême droite européenne ont monté en épingle cette crise agricole contre le pacte vert, alors même que le pacte vert, il n'y a aucun texte qui touche l'agriculture directement. Aucun texte n'a été adopté, aucune nouvelle norme européenne n'a été adoptée sur la question agricole. Et pourtant, ils en ont fait un totem à abattre, notamment dans le contexte de cette campagne électorale. Ce qui est plus inquiétant, finalement, c'est l'alignement d'une partie de la droite européenne, du PPE, du Parti populaire européen, dans lequel il y a les LR qui siègent. Exactement, dans lequel il y a les LR qui siègent, sur l'extrême droite, notamment sur cette question de transition écologique, car au début du mandat, en 2019, on avait un grand consensus qui comprenait également la droite sur la question du pacte vert, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection européenne, on a vu une très forte polarisation sur l'objet climat, dans le but clairement de récupérer les votes qui étaient partis vers l'extrême droite. Donc en fait, il y a une forme de course entre les extrêmes droites de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen et la droite européenne pour savoir qui récupérera les votes des mécontents de la transition. Et alors, sur un autre point du programme de Jordan Bardella, c'est quand a émergé cette idée d'une double frontière. Oui, ça c'est pareil, c'est un élément de programme du RN qui, comme beaucoup des éléments de ce programme, tient en 2-3 lignes, en fait, dans le document écrit, ça tient en deux phases. Double frontière, c'est refoulement systématique des immigrés clandestins qui tentent d'arriver sur les côtes européennes, puis remise en place de contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, donc à la frontière par exemple entre la France et l'Italie, pour mettre fin à la libre circulation des gens, en fait, et limiter la libre circulation. Ça tient en 4 lignes, et en fait c'est très compliqué pour Jordan Bardella et pour le RN d'expliquer plus avant comment ça va se mettre en place, comment ça pourrait se mettre en place. Il a d'ailleurs eu beaucoup de mal à le faire en débat face à Gabriel Attal à la télévision, et c'est pour une raison assez simple, c'est qu'en fait c'est complètement irréalisable, et c'est se mettre en porte-à-faux avec un nombre incalculable de traités internationaux. Les refoulements systématiques, c'est illégal, c'est interdit notamment par la Convention de Genève sur les réfugiés, mais aussi par tout un tas d'autres textes. Donc le faire, ça impliquerait de se mettre en porte-à-faux avec tous ces textes-là. La restriction de la libre circulation dans l'espace Schengen, c'est pareil, si on veut le faire. Soit on décide de le faire dans notre coin, et dans ce cas-là, il y aura des mesures de rétorsion de la part de tous nos autres partenaires européens. Soit on décide de le faire à l'échelle de l'Union européenne, et dans ce cas-là, ça nécessite de changer les traités. Et pour changer les traités, c'est pas juste la délégation RN au Parlement européen qui va décider de changer les traités. Ça implique que tous les États de l'Union européenne soient d'accord, ce qui est pas facile du tout.
Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Je pense que c'est très intéressant de parler des programmes, des enjeux et la manière dont le RN se positionne sur différents sujets d'actualité. Mais il ne faut pas, je pense, oublier que les électeurs et électrices ont tous un rapport un peu différent en fait à ces enjeux-là et qu'ils ne raisonnent pas forcément en termes de compétences accordées au programme, au sérieux ou à Jordan Bardella, quoi. Et donc, ils iraient vers Jordan Bardella pour des raisons beaucoup plus superficielles ? Non, je dirais pas que c'est superficiel, je dirais que ce sont d'autres types de raisons. Je pense qu'il y en a une partie qui croit en ce programme, aussi irréalisable juridiquement qu'il soit. Et je pense qu'il ne faut pas aussi oublier, et là il y a des récents travaux sur les électeurs, qu'au FNRN, une des matrices principales de l'engagement, du militantisme, du vote, c'est aussi des enjeux ethno-raciaux, des enjeux de distinction. Donc je pense que ça compte aussi dans le rapport au vote pour l'Europe, puisque même si on vote aux élections européennes, on ne vote pas forcément pour des enjeux liés à l'élection européenne. Mais donc le ressort est celui un peu des origines est toujours là, c'est-à-dire le ressort xénophobe. Oui, je pense qu'il est toujours là et l'ensemble des travaux le montrent depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pas quelque chose qui a été euphémisé, quoi. C'est toujours assez central. Quelle que soit la tentative de respectabilité et de crédibilisation que le RN veut se donner sur d'autres sujets, en tout cas, ce ressort-là est toujours bien présent. Oui. Donc, les extrêmes droites sont données en forte progression, mais une des inconnues, c'est leur poids dans le futur Parlement. Ça dépend des alliances. Et c'est presque devenu une sorte de marronnier de chaque début de législature. Absolument. Et tu en es à ta troisième, je crois, quatrième, peut-être. Ludovic, en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les forces en présence et qui finalement sont assez éparpillées? Oui, effectivement. En fait, là, il y a un débat très national à chaque fois pendant les élections européennes. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces forces politiques, ensuite, ces candidats vont rejoindre des groupes politiques au Parlement européen. En ce moment, il y en a 7 qui organisent la vie politique de l'hémicycle. Et notamment, où on trouve dans 2 d'entre eux, l'extrême droite. Il y a le groupe Identité et Démocratie, qui est le groupe où on retrouve le RN. C'est le 6e groupe du Parlement européen par la taille des élus. Et il y a le groupe des conservateurs et réformistes européens, qui est le groupe un peu où on retrouve surtout en ce moment les Italiens de Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste, on écrit dans Mediapart post-fasciste, de Giorgia Meloni. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un espèce de bastion de non-inscrits qui n'ont pas trouvé preneur dans différents groupes et qui sont aussi des élus ou des députés d'extrême droite. Je pense évidemment là à la masse des gens du Fidesz, du Hongrois Viktor Orban, qui sont en ce moment les non-inscrits. Un des enjeux là à venir, c'est où est-ce que va atterrir le parti de Viktor Orban, plutôt chez Marine Le Pen, plutôt chez Mélanie. Mais en tout cas, tout ça pour dire Ils sont nombreux, les eurodéputés du Fidesz ? Il doit y en avoir une quinzaine, 18. Donc c'est quand même une délégation un peu importante. Ouais, qu'elle soit non inscrite, ça peut faire... L'histoire, c'est qu'elle était traditionnellement au sein du PPE, le Parti populaire européen, la droite traditionnelle. Et au fil de la dérive d'Orban pendant son exercice du pouvoir, il a été exclu finalement du PPE en cours de mandat. Et depuis, il n'a pas réintégré de groupe. Et l'histoire de où vont atterrir les Hongrois de Orban est super important. Alors, je termine juste en disant, donc ça, c'est en ce moment, on est 5e et 6e groupe. Les sondages, même si on les aime pas beaucoup, annoncent carrément des options avec ces 2 groupes en 3 et 4. Selon les contours, etc. Ça veut dire, techniquement, qu'il y aurait une puissance de blocage, alors qu'on peut discuter, mais qui serait beaucoup plus importante sur juste la possibilité d'adopter des textes dans le mandat qui vient. Et il est improbable que ces 2 groupes fusionnent en un seul ? C'est la grande question. C'est vraiment... Parce que quand on est 5e et 6e groupe, on se dit qu'on peut rester seul et se démarquer et faire la différence. Mais quand on est 3e et 4e, fusionner devient plus intéressant. Oui, alors c'est vraiment la grande question. Alors, moi, je l'aborde vraiment, c'est un serpent de mer à Bruxelles qui s'est posé déjà en 2014. En 2014, Marine Le Pen avait eu beaucoup de mal, elle était eurodéputée, à faire son groupe. Ça avait pris plus d'1 an à trouver des alliés. À l'époque, il y avait le Nigel Farage, etc. C'était une autre époque. En 2019, ça a été un peu plus facile pour Bardella, mais il n'a pas non plus réussi à construire un groupe très
ample. Et là, effectivement, alors encore plus depuis que Marine Le Pen a laissé entendre qu'elle était favorable à un grand groupe des extrêmes droites, là, ça ressurgit d'un coup le grand fantasme d'une extrême droite à 200 députés sur 720. Et c'est une peur qu'agite le pouvoir même exécutif français. J'entendais Gabriel Attal sur France Info hier matin, qui agitait un peu l'idée de il faut se mobiliser, il faut mobiliser mon électorat parce que le souci c'est que on va avoir un groupe à 200 et ils vont bloquer tous les travaux qu'on veut faire à droite. Yumni. Ce qui est intéressant sur cette question du super groupe, qui est effectivement une espèce de chimère dont on parle comme ça, c'est que sur la campagne, la position du RN, si tant est qu'il y ait une vraie position, elle a énormément évolué. J'étais aux universités d'été du RN au mois de septembre, là, donc en tout début de pré-campagne même, et Marine Le Pen se moquait de nous, les journalistes, quand on lui parlait d'éventuelles alliances, de groupes, etc. Elle se moquait ouvertement de nous en disant les groupes, il n'y a que ça qui vous intéresse. J'étais comme vous, moi, il y a quelques années, mais j'ai vite compris que en fait, les groupes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les votes. Et donc, on ne va pas se casser la tête à essayer de faire des super groupes. Ce qui compte, c'est de voter ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'elle disait au mois de septembre. Et petit à petit, le discours public, en tout cas, a vraiment changé, puisque là, récemment, effectivement, elle appelait Giorgia Meloni à une sorte d'union, à mots demi-couverts. Et puis, c'est très particulier, puisqu'on a des discussions comme ça qui sont faites, et si on s'unissait. Dans la foulée, il y a des rétropédalages très rapides de pas mal de membres, à la fois du RN, à la fois du parti de Giorgia Meloni, qui disent « Oh, mais c'est plus compliqué, c'était une union, mais ça ne voulait pas dire forcément une union dans le même groupe. Ça pouvait juste vouloir dire être dans des groupes séparés, mais s'accorder à, par exemple, voter ensemble sur l'immigration, voter ensemble sur l'écologie, mais garder des marges de manœuvre pour voter différemment. » Donc c'est toujours, on avance dans un sens, puis finalement, après, on recule un petit peu, on essaie de donner des gages, mais pas tant que ça. Et toujours cette question qui est très très importante, Ludovic le disait, de la Hongrie, de Viktor Orban, où là c'est pareil, Viktor Orban dans Le Point il y a 10 jours, lui aussi appelait de ses voeux un super groupe en disant Madame Meloni, Madame Le Pen, faisons un grand groupe tous ensemble, mais c'est très compliqué parce que ces partis ne pensent pas du tout pareil en fait. Oui, c'est ça. En fait, là, on a l'impression que c'est un peu superficiel d'avoir deux groupes, mais il y a des vraies divergences. C'est ce que montre. Voilà, effectivement, on sait à la fois sur le rapport à la Russie, qui est évidemment décisif, sur même des questions de libre-échange. On est surpris de voir à quel point il y a une diversité de votes au sein de l'extrême droite. Quand on regarde, par exemple, un traité de libre-échange comme c'est celui qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande récemment, on a un éventail de positions qui sont très variées. C'est ce qu'on a essayé de traiter dans un article récent avec Donatien Huet sur... Qui essaie de montrer justement qu'il y a 10 votes clés du mandat, devoir de vigilance, des traités de libre-échange, des positions sur la guerre, etc. Où on voit en fait que c'est pas juste factice ou superficiel, c'est pas juste Marine Le Pen qui va dire je veux un groupe pour régler en fait des cultures politiques très variées. Voilà, juste je précise juste un dernier truc et après on peut faire tourner la parole, mais juste ces histoires de groupe, elles sont pas juste une question d'influence politique. Et ce que disait Marine Le Pen, on peut voter ensemble. Ok, on peut voter ensemble, mais c'est très important d'être dans un groupe plutôt que non inscrit pour des histoires d'argent. Un groupe politique au Parlement, vous avez un secrétariat, vous avez des conseillers politiques supplémentaires, vous avez toute une masse de gens que vous pouvez embaucher, recruter de l'extérieur, alors que vous pouvez faire des conférences, faire venir par exemple vos spécialistes, vos conseillers par exemple anti-vax si vous en avez, etc. Tout ça, c'est possible. Si vous êtes non inscrit, ce qui est le cas de Fidesz, etc., vous n'avez rien. Vous avez juste vos assistants parlementaires classiques, c'est-à-dire 2 ou 3 assistants dans votre bureau, et c'est tout. Ça change tout. Donc Marine Le Pen, elle ment, elle sait très bien tout ça, et là-dessus, elle a tort quand elle dit c'est la même chose, l'important c'est nos votes. Non, l'important c'est déjà d'être dans un groupe pour avoir du budget européen. Et oui, ça conditionne ensuite le poids politique. Safia Dani voulait... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est important cette question de l'argent. Quand je parlais du rapport du RN aux élections européennes, c'est aussi une des premières élections qui leur a permis de fidéliser du personnel, et puis aussi de se professionnaliser. Ça, Estelle Delaine le montre très bien. Hein. Ils ont des ressources, ils recrutent des assistants, ils font des conférences. Bon, ils apprennent aussi à faire de la politique au Parlement européen, à défaut de pouvoir apprendre au sein du Parlement français. Oui, ça a pu faire objet de faire usage de laboratoire en fait pour le RN depuis 2014. On voit qu'il y a des vraies divisions entre les deux extrêmes droites, celle de Giorgia Meloni et celle de Marine Le Pen. Néanmoins, sur les questions de transition écologique et d'immigration, il y a un vrai alignement, en l'occurrence. Et des convergences sont assez possibles entre les deux. Et
a priori, les projections, elles valent ce qu'elles valent, mais on pourrait avoir un tiers du futur Parlement européen dans les mains des extrêmes droites. Et si une partie de la droite européenne du PPE décide de s'aligner avec ces extrêmes droites sur les sujets de transition écologique, d'immigration ou des sujets fondamentaux pour le projet européen, alors on a une majorité alternative qui peut très bien faire énormément de dégâts dans le prochain mandat, et notamment détricoter un certain nombre de législations qui ont été adoptées pendant ce mandat. Typiquement sur le pacte vert européen, il y a la fin de vente des véhicules essence, diesel et hybrides neufs en 2035, qui est une législation vraiment symbolique de la transition écologique. Ces deux partis d'extrême droite veulent vraiment l'abolir, et la clause de revue de cette législation est prévue pour 2025-2026. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un tour de force des extrêmes droites avec la droite européenne pour, à un moment donné, renverser complètement les législations sur la transition écologique. Mais il y a quand même des petites ou grosses différences, y compris, vous parliez d'immigration, mais sur le pacte migratoire, il y a des nuances, même au sein des extrêmes droites. Moi, je trouve que c'est un vote qui était super intéressant à suivre à Strasbourg. C'était en avril dernier, pacte migratoire, donc qui est 10 textes, directives, règlements sur les questions migratoires, très différents, qui en gros fermeté, solidarité dans le langage officiel au Parlement. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que Mélanie a voté quasiment l'intégralité des textes, et notamment un texte qui énerve énormément Jordan Bardella et dont il parle systématiquement, qui est ce texte sur la relocalisation des migrants, c'est-à-dire l'idée que les migrants qui arrivent dans les pays du Sud, Espagne, Grèce, Italie, etc., vont être redispatchés dans différents autres États membres au nom de la solidarité. Ouais. Et si ces États rechignent, ils vont donner des aides financières à l'Italie, à la Grèce, etc. Ce qui est intéressant... On a les votes, je crois. On a les votes, voilà. Faut que tu nous l'expliques un peu, parce que c'est un travail que vous avez fait. Alors c'est pas... mais déjà... en fait, là, l'idée, c'est qu'on a sorti les principaux partis d'extrême droite qui sont représentés au Parlement européen. Et on a essayé de voir sur cette directive précise de la relocalisation des migrants si... tous ces partis étaient d'accord ou pas. Donc en gros, quand c'est vert, c'est qu'ils sont d'accord, c'est qu'ils ont voté pareil, et quand c'est rouge, ils n'ont pas voté pareil. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 grandes lignes rouges qui parcourent le truc, qui sont la Ligue de Matteo Salvini, qui sont Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, et qui sont la NVA belge. Alors, extrême droite, peut-être l'étiquette est à nuancer, mais en tout cas, c'est les indépendantistes flamands qui sont au gouvernement, notamment à Anvers et en Flandre. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que là-dessus, l'Italie a vraiment joué une carte particulière au sein des extrêmes droites, et même sur des questions ultra importantes pour eux et hyper identifiées et tout, l'immigration. Là-dessus, il y a des divergences. Et si vous parlez de ce texte à Bardella, il part en vrille. C'est vraiment le truc le plus grave qui a été voté. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment un des trucs qui... Il en fait une ligne de fracture. Tout à fait. Et on voit que là-dessus, Mélanie, ça parle pas du même endroit. Et sur les alliances, Yumni, donc le RN a exclu l'AFD à cause de l'infréquentable Maximilien Krah, mais il y a quand même beaucoup d'autres alliés qu'on pourrait qualifier de problématiques à Bruxelles, qui sont les alliés du RN, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour refaire un petit peu le film très rapidement, Maximilien Krah, c'est la tête de liste donc, de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui est l'allié allemand du RN. L'AFD, c'est un parti qui, en fait, a suivi ces dernières années un petit peu la trajectoire inverse du RN, c'est-à-dire pendant que le RN jouait sa notabilisation, sa recherche de respectabilité, etc., l'AFD suivait un peu la pente inverse et s'extrémisait de plus en plus. Ça a posé des soucis au RN qui, du coup, voyait d'un mauvais œil cet allié qui, de plus en plus, assumait des positions tout à fait extrémistes, alors que lui-même, dans son pays, essayait de dire « Non, regardez, on est respectable ». On est sympa. Ça a atteint son apogée il n'y a pas très longtemps, quand Maximilian Krah, dans une interview à La Repubblica, donc un journal italien, a fait une sortie sur les SS en disant qu'il ne pouvait pas dire que tous les SS étaient foncièrement méchants et qu'il y en avait aussi des biens. Voilà. Donc, bon. Le RN a fini par rompre officiellement avec l'AFD en disant c'est hors de question, nous ne siégerons pas avec l'AFD. Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ils n'ont pas toujours dit ça, et que c'est pas la première sortie absurde des Allemands de l'AFD sur ces questions-là. D'autre part, ça n'empêche pas le RN d'être allié au sein du groupe ID avec tout un tas d'autres partis qui ont des positions ultra extrêmes sur tout un tas d'autres sujets. On peut citer par exemple les Bulgares, Kostadin-Kostadinov, avec lequel Jordan Bardella s'est affiché en meeting, c'était à Florence. C'est Kostadin-Kostadinov, il est ouvertement pro-russe,
très très pro-russe. Son parti était jusqu'à il n'y a pas très longtemps allié officiel avec le parti de Vladimir Poutine. Il est ouvertement, évidemment, anti-immigration, mais ça, à la rigueur, c'est une caractéristique commune. Mais il est ouvertement anti-Rom. Il a eu des propos abjects sur les Roms qu'il considère comme, je cite, des vermines non humaines. On en est là. Il s'affiche aussi avec le général Vanacci, qui est donc candidat à tête de liste de la Ligue, donc le parti italien de Matteo Salvini, qui est un ancien général, qui a écrit un livre abject, plein de propos homophobes et racistes, qui lui a valu une petite notoriété en Italie, et qui a fait campagne ouvertement en se réclamant de ce qu'on appelle la Decima Mas, qui est donc une légion mussolinienne, et donc qui revendique ouvertement cet héritage, donc il se place très directement dans l'héritage de Mussolini, encore plus que Giorgia Meloni, qui s'en réclame un petit peu, mais voilà. Là, on a des affiliations ouvertes avec Mussolini. Et ça, par exemple, le RN se contente de dire, la phrase clé, c'est « Au Parlement européen, on ne cherche pas des clones, on cherche des alliés ». C'est l'élément de langage qui permet d'évacuer ce type de problème. C'est un peu court. Un bel élément de langage, mais effectivement, c'est un peu court. Safia, je voulais rebondir là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier qu'au RN, il y a des éléments radicaux, problématiques, etc., qu'on ne voit pas forcément à la télévision ou dans les journaux, mais qui, à chaque fois, qui sont mis en avant. Je pense à l'ancien collaborateur de Nicolas Bay, par exemple, mais il y aurait toute une longue liste qui sont exclus dès que ça sort dans la presse, mais qui, en fait, existent aussi en son sein. Donc, il y a peut-être aussi un effet d'affichage particulier dans le contexte de l'élection européenne, où il faut ménager à la fois un électorat traditionnel et aussi un électorat venu de la droite, qui se radicalise en votant FNRN, mais il y a aussi cet effet d'affichage qui est important. Ludovic. Ouais, je me demandais, jusque là, du coup, élection du 6 au 9 juin européenne, et ensuite s'ouvrent, du coup, toutes les discussions qu'on va essayer de suivre à Bruxelles sur la constitution de ces groupes, qui va présider le Parlement, la Commission, etc. Et il y aura la négociation sur une coalition, un programme. Et donc, c'est là où on va, du coup, rentrer dans le vif des alliances et de l'avenir de ce pacte vert dont vous parliez. Peut-être là-dessus, est-ce que vous, depuis votre endroit, vous appelez quand même à... Voilà, quel message vous passez à des partis, des forces traditionnelles, etc., par rapport à cette montée attendue des extrêmes droites? Est-ce que, pour sauver le pacte vert, c'est quoi votre message politique dans les semaines qui arrivent sur la négo, et voilà, si vous en avez un? Oui, c'est même plus large que pour sauver le pacte vert. En fait, vous avez deux coalitions possibles numériquement. Vous avez... Alors, on y va un peu, allez-y. Par exemple, vous avez la coalition des extrêmes droites avec une grande partie du PPE européen. Selon les projections, il pourrait réunir en gros une majorité, alors peut-être un peu juste, mais il pourrait réunir une majorité. Et là, vous avez donc une coalition plutôt anti-européenne qui tricote évidemment le pacte vert au fur et à mesure des clauses de revoyure, qui peut aussi rejeter très facilement la future présidente de la Commission européenne, d'où aussi le pas de von der Leyen vers Giorgia Meloni pour essayer de ménager quelque part cette extrême droite-là. Et la seconde coalition, c'est celle, en fait, qui est plutôt celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la droite européenne du PPE, les sociodémocrates, les libéraux de Renew et éventuellement les Verts, selon la taille de leur groupe. Ça pourrait être une coalition alternative, disons, à celle d'extrême droite, qui maintiendrait évidemment l'agenda du pacte vert européen et qui pourrait s'entendre, en fait, sur un certain nombre de sujets. Typiquement, aujourd'hui, on a la concurrence chinoise et américaine qui est extrêmement forte dans cette course industrielle à la transition écologique. L'Europe est en train de prendre un cran de retard. Tous ces partis-là se retrouvent quand même sur l'idée qu'il faut construire une base industrielle verte forte en Europe pour pouvoir faire face à la concurrence chinoise et américaine. Pareil sur notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes, d'Azerbaïdjan, du Qatar. Un certain nombre de partis politiques de cette coalition-là sont plutôt pour la transition énergétique parce que c'est un filet de sécurité énergétique et que ça peut nous permettre de réduire nos dépendances. Donc, quelque part, ça pourrait être une coalition... Donc, le message Là, c'est les deux coalitions possibles. Donc finalement, la coalition, disons, de la droite européenne, des socialistes et des libéraux et éventuellement des Verts, finalement, ça semble être la plus naturelle pour continuer un agenda plutôt progressiste sur la transition écologique. Mais elle vous paraît probable, cette coalition ? Tout est dans les mains, en fait, de la droite européenne, finalement, qui a tellement polarisé sur un certain nombre de sujets, notamment le climat, que peut-être que d'accueillir les Verts dans leur coalition semble très difficile pour eux. Et dans la droite européenne, un certain nombre de partis politiques s'est aussi quelque part radicalisé contre une aile plus gauche de la coalition et préférait clairement une alliance avec les extrêmes droites. Donc maintenant, c'est un peu... Ça paraît assez fou, en fait, d'extérieur et n'étant pas spécialiste du Parlement
européen, entendre une Ursula von der Leyen finalement ne pas exclure des alliances avec Mélanie, certes sous condition, ça paraît quand même vraiment bizarre, quoi. Elle applique vraiment, là, c'est le laboratoire italien. C'est ce qui s'est passé en 2022, Meloni qui arrive au pouvoir. Elle arrive avec une coalition des extrêmes droites et des droites type Berlusconi, etc. Et à Bruxelles, ce truc est vu comme un signal. Enfin, je pense à une espèce de « Ah, mais peut-être qu'on peut gouverner autrement » que le truc classique qu'on a depuis la nuit des temps à Bruxelles entre conservateurs et sociodémocrates. Un peu ennuyeux, parce que tout est avec des grosses coalitions, tout est bien cité et tout. Là, ils se sont dit, il y a une partie de la droite plus radicale qui s'est dit, ah mais là, il se passe un truc. Et von der Leyen, qui a eu beaucoup de mal à avoir l'investiture de son parti pour repartir pour un éventuel nouveau mandat, s'est lancé dans ce projet un peu. C'est pas du tout dit que ça aboutisse, mais ça va être un peu un des enjeux en fonction des rapports de force qui sortent de dimanche soir, de toutes les négociations qui arrivent et tout, de comment. Mais ça donne une impression d'absence de boussole, quoi. On pourrait aller avec Mélanie, mais en fait on pourrait aussi aller avec les Verts. On est quand même sur quelque chose de très. Non, mais après c'est la politique, c'est les urnes qui vont parler là-dessus. Faut pas non plus, c'est pas non plus une rupture, c'est un peu ce qu'on a déjà raconté. Von der Leyen, c'est pas nouveau ce rapprochement avec Mélanie. Elle a fait des déplacements, elle l'a mis en scène depuis sur les questions migratoires. Donc ça sort pas de n'importe où. Après, Nel l'a dit sur éventuellement les Verts. Il va falloir voir si numériquement ça tient sans les Verts. Et pour les Verts, ça va pas être si évident non plus. C'est-à-dire, c'est vrai que pour le PPE, c'est toute une histoire. Mais pour les Verts aussi, il risque d'y avoir pas mal de débats. C'est des questions que tu avais posées notamment à Marie Toussaint quand elle est venue sur le plateau. Eh bien, si on sait tout dire, moi que vous vouliez ajouter un dernier mot. Moi, je voulais juste évoquer rapidement la question médiatique des cadrages. Et puis, on a été évoqué la question des débats. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un certain cadrage de la campagne, que certains professionnels de la politique, de la majorité gouvernementale, mais aussi de la droite, ont participé à visibiliser, à mettre en visibilité Jordan Bardella et son programme, alors qu'il s'interdisait de participer à certains débats à sa discrétion personnelle. Donc, je pense qu'une partie, alors pas forcément des succès, mais de la légitimation du FNRN, en contexte européen et en dehors, elle peut aussi être à chercher du côté des cadrages journalistiques qui participent en fait à normaliser leur manière de parler des problèmes publics, que ce soit l'immigration, l'écologie. Donc pas oublier aussi la question médiatique. Qui a joué un rôle, et d'autant plus avec les médias de la sphère Bolloré qui sont bien plus puissants aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. 6, 5 ou 10 ans, avec donc CNews, Europe 1 et le JDD notamment. Et cette montée de l'extrême droite arrive vraiment dans un moment qui est... Enfin, c'est assez paradoxal. On arrive dans un moment où on est en pleine guerre en Ukraine, où il y a une concurrence américaine et chinoise qui est extrêmement forte sur l'industrie, sur la transition écologique, un moment où la crise climatique se fait ressentir de plus en plus. Et donc, c'est assez paradoxal de voir quand même que l'extrême droite apparaît quand même comme une solution pour un certain nombre d'électeurs, d'où l'importance aussi, à un moment donné, de traiter la question sociale et industrielle aussi dans cette campagne des élections européennes, parce que c'est finalement aussi un peu un terreau qu'il faut... Enfin voilà, il va falloir traiter la question sociale si on veut renverser la vapeur et ne pas laisser finalement les classes populaires et les classes moyennes dans les mains de l'extrême droite. Merci à tous les quatre, Nel Makarov, Safia Dahani, Ludovic Lamant et Yumni Kezouf. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. On se retrouve sur Mediapart et on se retrouve ici même dimanche soir à partir de 19h pour notre soirée électorale spéciale européenne en direct. Merci, bonne soirée, salut.